Nous sommes parmi vous, presque invisibles, mais prêts à donner notre vie pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. On veut descendre en piéton. En jean basket et blouson de cuir, un simple calibre à la ceinture ou cagoule noire, arme de précision. Allez, Gilet pare-balles et casque lourd. c'est bon pour tout le monde, les gars? Nous intervenons dans les situations extrêmes quand il n'y a plus d'autre recours. Quand il n'y a plus d'autre rempart contre le chaos. Les autres services de police parisiens nous appellent également à l'aide pour clôturer leurs enquêtes les plus délicates. Traquer les criminels les plus redoutables. Nous sommes la brigade de recherche et d'intervention de Paris. Celle qu'on appelait l'anti-gang du temps du commissaire Broussard et de Jacques Messrine. Et que vous connaissez aujourd'hui sous ce logo mythique. La lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est vraiment une des priorités de la police nationale. Si on laissait se dérouler ces trafics, eh ben en fait, on aurait des trafiquants qui s'enrichiraient de plus en plus, qui auraient de plus en plus de produits, et aussi un risque d'intégration dans l'économie réelle de ces profits des stupéfiants. De una narcolancha cargada con 2000 kilos de hachís. Le harcèlement au quotidien des trafics, des points de deal, ces opérations-là qui permettent de saisir le produit, de mettre les individus en prison, elles sont essentielles pour la protection des citoyens. Police! Ne bouge pas! Les Go Fast apparaissent au début des années 90. L'objectif consistait en fait à charger des véhicules puissants, porte cylindrée, qui roulent très vite donc sur l'autoroute en remontant des stupéfiants. L'objectif étant d'éviter les contrôles de police et notamment d'être capable de les semer parce qu'on a ces véhicules extrêmement puissants. Il se passe quoi, wesh? Récemment, les trafiquants ont modifié un peu leur mode opératoire avec des véhicules plus discrets, parfois aussi quand même puissants, et remontent à des vitesses plus classiques pour éviter justement d'attirer l'attention. Un Go Fast, il est composé d'au moins 2 véhicules, parfois plus. Il y a un premier véhicule qui est ce qu'on appelle le véhicule ouvreur, donc qui va être à une certaine distance, une certaine durée, 10 minutes, 15 minutes, enfin, c'est selon les équipes, qui va permettre d'éclairer donc, les péages, d'alerter sur la présence possible de douaniers, policiers, etc. Voilà, de signaler en fait tous les obstacles que peut rencontrer le véhicule dit porteur, qui lui convoie le stupéfiant. Je reçois une information concernant une équipe de gars qui font du transport de produits stupéfiants depuis l'Espagne vers la région parisienne. Est-ce que tu veux que je fasse un passage pour voir le véhicule et éventuellement le chauffeur? Attente, là, on a un mec qui est à proximité du... Ah.
Un mec qui monte dans le trafic. Ça monte dans le trafic un individu avec une grande parka noire. Après vérification, on arrive à identifier des personnes. Et il se trouve que ces mêmes personnes sont dans un dossier aussi de trafic de stupes avec la police judiciaire de Meaux. C'est des mecs qui ont déjà de la bouteille quand même, qui connaissent très bien les techniques policières. Ils font très attention, ils sont méfiants, ils avaient des téléphones cryptés. Les véhicules sont loués sous des prête-noms, enfin voilà, ils changent régulièrement de voiture, donc pour nous c'est très compliqué. Ouais, de Tom, ça y est, j'ai les visuels sur le trafic qui tourne pour emprunter le rond-point porte de Montreuil. C'est vraiment des gens aguerris, ils font ça depuis longtemps, ils sont très méfiants, ils font vraiment attention, donc c'est assez compliqué de travailler dessus, quoi. Et devant moi, je pense qu'il est resté voie de droite. On a très vite identifié leur domicile, mais ils n'y sont jamais. Ils sont dans des hôtels pour la plupart du temps. Même s'ils restent une semaine sur Paris, ils peuvent changer 2 ou 3 fois d'hôtel pendant la semaine, ou dans des appartements parisiens ou banlieues parisiennes qu'on ne connaît pas et qu'on ne revoit jamais pendant l'enquête. Donc est-ce que c'est de la location, est-ce que c'est des amis qui prêtent ça, on n'a pas pu déterminer ça. Ouais. Il y a globalement 2 gros axes. Un axe Espagne-Paris qui va passer donc soit sur la côte atlantique, soit sur l'A9 et remonter par la vallée du Rhône. Ce sont les 2 grands axes. Et puis il y a aussi un axe du nord qui consiste à ramener des produits, donc des Pays-Bas ou de la Belgique, via le nord de la France sur Paris. On sait que les voitures sont en Espagne et qu'à la prochaine remontée, on va tenter de les interpeller. J'arrive à la 86. Ça y est, ça roule, hein? On est tous ici, tout le monde est ou marié ou vit en concubinage, avec des enfants, donc forcément, ils épousent aussi le métier parce que c'est des grosses contraintes horaires, c'est pas toujours évident à gérer, hein. On a toutes ces situations personnelles aussi, que ce soit les enfants ou autres, quand on n'est pas là, quand on doit partir. Ça commence à se préciser, il vient de lui envoyer un message à 21h13, savoir s'il pouvait venir, il vient de lui répondre que oui. Ah bah voilà. C'est en pleine nuit. Alors c'est ce qui nous plaît aussi, hein, c'est ce côté un peu, voilà, pas aventure, c'est pas la routine. Mais effectivement, c'est compliqué à gérer, quoi, au niveau des familles, quoi. Voilà, du coup, on peut peut-être faire arrêter un peu de monde dans ce secteur. Voilà, c'est reçu. Ouais, suivi pour un 26-30. T'es prêt? On va faire nos vérifs? Ouais. Et puis après, on attendra les collègues une seconde. Il est très tard, hein, il doit être près de 2 h du matin quand je suis appelé. Les véhicules ont clairement pris le sens d'une remontée Paris. Et donc en urgence, le groupe va se constituer et je vais rejoindre le groupe pour participer à cette interpellation. Je suis excité parce que je me dis c'est enfin la fin et puis c'est ce qu'on va chercher, hein, le flagrant délit. Donc il y a toujours une part d'excitation, il y a une part d'interrogation. Est-ce que tout va bien se passer? C'est le travail de PJ, c'est le terrain qui commande. Hein. Donc jusqu'à la dernière minute, ça peut ne pas se faire pour X ou Y raison et qu'on ne va pas maîtriser. Je repense en même temps aux autres interpellations qui ont eu lieu dans ces mêmes configurations-là en se disant il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça, pas se laisser emporter par l'émotion. Donc c'est une sensation particulière d'adrénaline, un peu de stress et puis d'excitation, de joie aussi un peu, et qu'il faut maîtriser jusqu'au moment opportun, quoi. Ouais, de Tom, ça y est, j'ai les visuels. Le convoi uniquement composé du Ford Puma et de la 508. Ouais, bien vite, on a fait 450.
C'est le deuxième feu de vent. Cette interpellation-là, cette interpellation d'un convoi de stupéfiants, c'est une interpellation qui est complexe, en même temps qui est très intéressante, qui est très excitante, qui demande de la technicité. Donc voilà, je suis très motivé. Ouais, de Topazin, donc je me suis inséré, je suis entre la Puma et la 508. Bien reçu. Ça aussi entre 130 et 140. Hein. Et tu peux pas le louper, de toute façon, c'est le seul qui met son clignotant pour décoiter et se rabattre. Les gens qui composent le convoi, et notamment ceux qui sont dans le véhicule porteur, ont une double pression. Ils ont d'abord une pression qui est celle de l'arrestation. Ils n'ont pas envie d'être arrêtés, ils savent que les peines de prison sont importantes. Ils ont ensuite la pression du groupe criminel, c'est-à-dire que s'ils perdent le produit, s'ils se font arrêter ou voler le produit, ils sont souvent responsables de cela. Ouais, confirmé, hein, ça prend la voie de télépéage, hein, ça prend la voie de télépéage. Reçu. Ça a passé la barrière et ça semble pas s'arrêter, hein, ça continue. Donc confirmé, le véhicule a continué sur l'autoroute direction Paris. VK 49.4. Ouais, la circulation commence à se densifier un peu. Et vous, de votre côté, vous êtes toujours intercalé entre les deux véhicules, toujours aussi? Ouais, affirmatif, je suis juste derrière Ludo, là. C'est bon, on a la Puma à vue, Puma 69. Si les véhicules s'arrêtent et qu'on a une opportunité, on essaiera de la saisir. Voilà, donc plus on descend bas, plus ça nous laisse de chances de les intercepter, en tout cas. Ouais, David, ça s'est pas arrêté à la station totale. Ouais, c'est bien reçu. La stratégie, elle est claire pour nous, c'est qu'il faut être capable de s'adapter pour choisir le moment le plus pertinent. Il n'y aura jamais de moment parfait, puisqu'en fait, ces véhicules vont vers un point de livraison qui est en général tenu par des criminels, sur lequel on ne peut pas intervenir. Donc on va prendre la situation la plus favorable possible pour cette interpellation, mais on ne peut pas la définir en amont. On va s'adapter en fait au terrain avec une priorité qui est d'abord d'interpeller le véhicule qui transporte les stupéfiants. Le véhicule ouvreur, c'est si on peut, en plus, voilà. Et la priorité, ce sont les stupéfiants parce qu'ils permettent de matérialiser l'infraction. Là, on est parti pour un tour. Un petit tour de manège, là. Et tu veux repérer comment, là? Parce que l'ouvreuse, elle a 40 km d'avance. Ouais, en espérant que ça se resserre entre-temps, mais effectivement, si le schéma reste comme ça, on va attendre que ça revienne. Ouais, parce que moi, je pensais qu'elle allait au moins se poser à la gare de péage. Là, je pensais aussi qu'il va peut-être faire un stop à un moment où ça va se resserrer quand ça va s'approcher de Paris. Ouais, ok, bien pris. De toute façon, on te tient au courant. Ce qui nous surprend sur ce convoi, c'est que l'ouvreuse est vraiment très éloignée de la porteuse. Il faut gérer cet écart important entre ces deux véhicules. Donc ça rajoute de la complexité, cette manière de procéder. Ouais, top 1. Ouais. Ça risque de se densifier un tout petit peu pour vous, mais je pense qu'avant le périph', avant peut-être la porte d'Orléans, il y a peu de chances qu'on ait une opportunité. Hein. Alors le problème, c'est qu'il faudrait faire les deux véhicules en même temps. Alors, enfin, qu'on ait les deux véhicules, mais... Ouais, mais à la rigueur, on peut se concentrer sur la 508. En fait, c'est la 508 qui donne le ton si le véhicule est chargé. Et derrière, on reste sur le Puma et on peut faire derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, après, c'est une option, mais le souci, c'est que, à mon avis, ils sont en liaison téléphonique. Donc, quand on va péter la 508, ça va mettre le feu. C'est possible. Le véhicule remonte sur la 6 en direction de Paris. Il arrive à hauteur de Paris en branchement A6A, 6B et veut se diriger périphérique Est. Et jour de semaine, le matin, donc la circulation elle commence à se densifier avec les gens qui partent au travail. Oui, on est 3 effectifs dans le véhicule, 3. Ouais, reçu. Là, on est sur la N7. Il y a du monde qui pourrait arriver en face, de l'autre côté, pour bloquer l'avant, dans les gars, là. Ouais, ça marche. Là, la circulation est assez dense. Il y aurait des opportunités. Mais c'est pas bloqué devant. Il y a toujours une atmosphère
qui est différente. Plus l'échéance se rapproche, plus il y a de la tension. Et plus il y a de la tension, en général, plus on la ressent, même à travers les messages radio des collègues. Mais le but, c'est de rester maître de cette tension et puis de mener l'interpellation à bien. Mais oui, il faut savoir se canaliser, sinon ça peut très vite être un échec. On essaie de rester au contact et ensuite, si la circuit le permet, on passe en mode serrage. Dès qu'on sera bien positionné, il faut juste attendre que devant nous indique bien que ce soit bon. On n'est pas assez nombreux pour essayer de faire les deux, ils sont trop éloignés. C'est pour ça que moi je prends l'option en tout cas de tout mettre sur la porteuse, parce que c'est ce qu'il nous faut en priorité. Vu que les autres sont identifiés, on sait où aller les chercher, on sait très bien que si là on n'arrive pas à les interpeller là, on pourra aller les chercher le lendemain. Ils ont une priorité sur la 508, donc dès qu'on peut, s'il y a des collègues qui peuvent remarrer. Attention, là ils sont pas loin les gars. Faites attention, ils sont pas très loin. On n'est pas de risque. Non, on va pas prendre de risque, on va essayer de se caler devant. Ça s'est mis voie de droite. Toujours devant lui, devant, les freins stop s'allument, ça va freiner. Pour éviter l'interpellation, ils vont prendre des risques démesurés. Ils vont parfois effectivement percuter des véhicules de police, prendre la fuite à très grande vitesse et prendre des risques pour eux et pour les autres usagers de la route. Donc il y a un vrai danger si ces gens arrivent à nous détecter. Arrête-toi le trafic, arrête-toi. Il y a forcément toujours un peu d'excitation, d'envie, d'appréhension, tout se mélange. Hein. Mais c'est vrai que là, quand je sens en plus que le véhicule est bien cerné, je sais qu'en tout cas lui il va plus pouvoir s'échapper. Donc là, c'est plutôt la libération, on va dire, de plusieurs mois. Et donc au top, donc on met tous pied à terre. Bouge pas, laisse-toi faire. T'es sur le côté. T'as un sur toi? Non. Ok, deuxième interpellé, ok. Interpellé, c'est positif. Il y a un coup de fil en cours, voiture chargée. Je pense que ça doit être là qu'il doit appeler. Le coffre est rempli d'herbes de cannabis, la banquette arrière aussi, et ça soulage. Ouais, le produit. Vu le temps qu'on les attendait, ça. C'est une belle saisie. Là. Non, c'est une belle saisie, il n'y a rien à dire. C'est pas bonne chose. Non. Bon, c'est bien. On est content d'en être sorti positivement comme ça. On est heureux, on a réussi en tout cas ce qu'on voulait faire. Tous ces mois en tout cas qu'on a passé derrière, c'est pas en vain, c'est pas pour rien, donc c'est forcément une grande satisfaction du travail en tout cas collectif du groupe, quoi. On découvre une centaine de kilos. Je suis extrêmement fier parce qu'on arrive à saisir le produit avant qu'il soit disséminé entre différents points de deal. Donc en fait, on va avoir un impact sur un plus grand nombre d'endroits et un plus grand nombre de criminels. On va d'abord neutraliser une équipe et ensuite on va assécher la disponibilité du produit en région parisienne. Après, on switch complètement de travail, on embraye un peu sur notre deuxième spécialité, qui est l'intervention, et notamment d'aller chercher des gens à domicile. C'est vraiment la force du service. On est équipé pour, on sait faire aussi, on s'entraîne aussi pour ça. Ceux qui sont identifiés dans l'ouvreuse et qu'on n'a pas pu faire en tout cas sur le moment, on sait très bien qu'on va pouvoir aller les récupérer à domicile dès le lendemain matin, quoi. C'est bon pour la colonne, ils vont nous ouvrir le hall et ensuite au bout à droite, ça aura apparemment à peu près 200 mètres. Monte tes mains, montrez tes mains. Je le fais, je le fais. Assieds-toi. La BRI ne lâche jamais sa cible. Si on ne l'interpelle pas sur la voie publique,
on va finir par l'interpeller à domicile. Cette capacité, ces deux métiers, ces deux expertises, l'interpellation sur la voie publique et l'interpellation à domicile, ce sont je dirais la plus-value, la force de la BRI. C'est aussi effectivement la motivation des opérateurs de la BRI qui ne lâcheront pas leur cible et qui vont finir par lui passer des menottes. Salut, ça va? Bien dormi? On ne le fait jamais demain. 48 heures de plus. Mais rythmo, là tu lui as dit quoi en plus? C'est un jour de semaine, donc je suis à la brigade. On est en période de congé, donc il y a la moitié de la brigade seulement qui est au service. Allô? Donc on a combien d'individus? Un seul. Présence d'une arme. Ok. Donc on est déclenché officiellement. Parfait, merci. On nous indique qu'un individu, a priori porteur d'un ou plusieurs couteaux, a pris en otage 2 femmes dans un magasin, dans le 12e arrondissement. Et j'arrête tout pour m'équiper. On met en place le convoi pour rejoindre les lieux le plus rapidement possible. 2 femmes retenues en otage dans un commerce parisien par un homme muni d'une arme blanche. Ça se passe dans le 12e arrondissement de Paris. C'est tout petit débarras. Le pire scénario pour nous, ce serait qu'il décide de commencer à essayer de mettre des coups de couteau à une des personnes. Donc là, ça nous conduit à un assaut d'urgence qui est forcément, je dirais, un risque pour les victimes. C'est un peu l'opération ultime en matière d'intervention, secourir des otages. Donc tout de suite, ça nous met en condition. Fatalement, ça nous remet un petit peu des présents d'intervention qui nous ont marqués, comme l'Hypercacher, le Bataclan, la rue des Petites Écuries et quelques autres prises d'otages auxquelles j'ai été confronté depuis que je suis arrivé à la BRI, quoi. La particularité des interventions de la BRI, c'est qu'on intervient à Paris, et donc à Paris, il y a un intérêt médiatique très fort, et très rapidement, on a une présence de journalistes, presse audio, télé et autres. Donc il faut s'habituer à travailler avec ce type de pression, entre guillemets. On veut éviter que nos mouvements soient filmés en direct, retransmis, et que l'individu qui fait la prise d'otage puisse nous voir sur BFM ou CNews en train de faire une manip et, par exemple, d'arriver sur un point à l'arrière du bâtiment. Depuis le Bataclan et depuis l'Hypercacher, je me pose la question, effectivement, à chaque fois, est-ce que c'est une prise d'otage terreau ou pas? C'était pas une question qu'on se posait systématiquement avant 2015. Donc là, à chaque fois, on a cette inquiétude. Les terreaux, en tout cas ceux qu'on a rencontrés en 2015, c'est des gens qui veulent mourir. Là, on a affaire à une prise d'otage, je dirais, classique. Les premiers éléments, l'individu est rentré dans le magasin, il a pris très rapidement les 2 personnes qui travaillaient dans le magasin en otage, il est armé de couteaux. Il est assez agressif et il est très probablement atteint psychologiquement. Les otages sont une mère et sa fille qui tiennent ce bazar. Tu m'entends? Tout va bien? Tout le monde va bien? On peut quand même échanger avec lui. Et puis, donc, il y a une forme de dialogue qui va se nouer. Une cigarette? C'est bien encore. Ah, une cigarette, ok, une cigarette. J'essaie de jeter
Regarde, je fais tout ce que je peux, mais j'y arrive pas. Regarde, j'essaie encore. Je vais essayer de prendre une échelle. C'est bon, j'ai réussi à lancer la cigarette. La particularité de cette prise d'otage, elle se déroule dans une boutique d'une petite rue, la rue d'Aligre, une rue commerçante. Et ce qui est très défavorable, en fait, c'est que la devanture est protégée par un rideau de fer et qu'on a un débattement, c'est-à-dire une distance d'un bout à l'autre de la rue, d'un côté à l'autre de la rue, qui est assez faible. Or, très souvent, pour ouvrir des grilles, en fait, on va utiliser la traction d'un véhicule blindé qui va nous permettre de tirer et d'arracher la grille. Et là, on n'a pas cette distance qui nous permet de ça. Donc on va devoir trouver d'autres moyens pour garantir qu'on puisse rentrer dans le magasin le plus rapidement possible, si c'est nécessaire. En gros, on se sert de vérins hydrauliques plutôt dédiés à l'effraction pour essayer de soulever cette grille sans que le preneur d'otage s'en aperçoive, centimètre par centimètre. Ça revient. L'objectif est toujours de privilégier la négociation. Pour autant, on prépare ce qu'on appelle un plan d'assaut d'urgence, c'est-à-dire la possibilité de devoir rentrer parce que l'individu va commencer à s'en prendre un des otages et on va devoir intervenir le plus rapidement possible. Donc ces deux choses se font simultanément. C'est une prise d'otage, on doit avoir la température assez rapidement sur ce qui se passe à l'intérieur. Dites que j'ai balancé un message prioritaire sur service BRI, là, avec le numéro du preneur d'otage à vérifier par la négo. C'est pour la négo, ça? Ouais. Dis, tu me reçois? On prend contact avec le seul téléphone qu'on a dans un premier temps, c'est celui du magasin. Ensuite, on appelle l'individu sur son portable, parce qu'il nous aura donné un numéro. Ouais, suivi pour Topazin, donc silence pour tous, et puis on laisse la négo travailler. Appel en cours. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui s'est passé? Empoisonné, monsieur, s'il vous plaît. S'il vient un docteur, il prend un peu de mon sang, il va faire des analyses, vous allez voir qu'est-ce que j'ai. On peut le faire, hein. Quand tout ça sera terminé, on vous fera les analyses. Hein. Quand est-ce que ça sera terminé, monsieur? Est-ce que vous vous rendez compte? Ils vont m'amputer les pieds et les mains. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils vont m'amputer les pieds et les mains. Moi, je peux pas vous soigner, je suis policier, mais par contre, je peux vous diriger vers les bonnes personnes. Je veux le ministre de la Justice qu'il vienne me voir. Je suis un homme d'une nationalité tunisienne. C'est ma carte séjour de 10 ans. Je suis résident ici en France. Le ministre, je pense pas qu'il vous parle ce soir, hein. Ni demain. Je pense que j'ai des droits. Je pense. Non, mais vous avez des droits, bien sûr. C'est un Tunisien, il était brancardier, je crois, chez l'hôpital Saint-Louis et Saint-Antoine. Saint-Antoine. Ouais. Enfin, c'est un mec qui est connu pour des problèmes psy, mais qui n'a pas été violent jusque-là. Selon lui, il a le sang empoisonné, les pieds, etc. Et puis en même temps, il est rationnel sur pas mal d'autres trucs. On voit quand même petit à petit un délire se dessiner. C'est une personne qui a une cinquantaine d'années, donc on s'éloigne un peu de la schizophrénie et on est plutôt quand même sur un paranoïaque. On fait face petit à petit à un délire qui semble être un délire plutôt de persécution, un délire du côté du somatique où il nous explique avoir l'impression qu'on l'a empoisonné, qu'on a voulu lui faire du mal. Il est relativement déterminé sur son objectif qui est d'avoir le ministre au téléphone. Il voit que ça pour finir. Si je l'ai au téléphone, je sors avec les mains sur la tête, etc.
est avec un malade mental, donc avec une grosse instabilité. Il est prêt à aller sur des extrémités qu'il ne maîtrise pas bien. Donc voilà, c'est un équilibre très instable. C'est effectivement quelque chose de plus complexe qu'un individu sain qui a une revendication claire avec lequel on peut parler facilement. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille faire un petit point au PC tranquillement. De toute façon, là, il va pas bouger tout de suite. Voilà, il va pas bouger tout de suite. Leur donner l'accès aux personnes qu'ils souhaitent contacter via la prise d'otage, c'est quelque part leur donner raison. On ne peut absolument pas jouer là-dedans, parce que si on joue là-dedans, enfin, tu vois, toute négo deviendra impossible dans le futur. Ils voudront parler à Emmanuel Macron, on va leur passer le patron. C'est hors de question. On laisse le temps de la négo. Ça va? Allez, à plus. C'est créer des précédents qui seront destructeurs pour toutes les négociations ensuite. On ne peut pas, je dirais, crédibiliser ou rendre positif une prise d'otage en permettant à la personne d'obtenir son but. L'objectif de la négociation, c'est bien de faire comprendre à la personne que sa conduite, elle est absolument inadmissible et que la seule sortie positive, c'est qu'elle le comprenne et qu'elle accepte de se rendre. C'est Pascal. Le mieux, c'est de sortir. Et vous pensez que le ministre, il va faire quoi, lui? Vous savez ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, laissez sortir cette jeune femme et sortez avec elle. Et voilà. Non, elle ne sort pas, monsieur Pascal. Non, elle ne sort pas. Elle sort pas. Je suis, comment que je suis déterminé avant. Je veux parler avec le ministre. Wallah, je me dis ce soir. Je dis tout le monde. Notre inquiétude, c'est qu'ils s'en prennent à l'otage, évidemment, parce que même s'il n'est pas connu pour des violences, c'est un déséquilibré, il a des armes, il y a quelques menaces, donc il peut forcément s'en prendre à l'otage, voire à lui-même. Les personnes qui décompensent et du coup qui développent un délire sont des personnes qui ont un potentiel de dangerosité important. Généralement, ce sont des personnes qui sont en rupture de traitement et dont le délire est assez fort. Donc il faut quand même rester très méfiant sur leur possibilité de passage à l'acte. Ouais, 61 de 4, 61, je suis en train de confirmer avec les infos du PC. Selon moi, tu n'as pas d'accès sur tout le flanc du bâtiment qui se trouve. La stratégie, c'est de l'écoute active, dans un premier temps. C'est quelqu'un qui a forcément quelque chose à dire, donc on va l'écouter, on va essayer de créer un rapport. Tout ça, ça va prendre forcément un peu de temps, ça va pas se faire en un quart d'heure. Et puis, gagner sa confiance pour pouvoir, à un moment donné, l'influencer en espérant qu'il devienne un peu plus rationnel, même si là, on sait qu'on a affaire quand même à quelqu'un un déséquilibré. Là, vous êtes où, là? Juste devant la porte, là? Devant la porte, oui. Mais laquelle? La porte qui est dans le fond, là? Par derrière. Ouais. Par derrière. Mmh. Vraiment, s'ils ont... Et vous êtes tout seul ou la jeune fille? Tout seul? Il serait là, en fait. Il serait là. Pour les rayonnages. Il serait ici. Regardez-moi ici, là, sur l'écran. Il serait là. À peu près. Apparemment, ouais. Oui, là, un peu juste derrière, en fait, derrière la barre. C'est le premier bar. D'accord. Ouais, c'est juste derrière ça. Voilà, je crois qu'il soit là. Le poste de commandement se monte très rapidement, effectivement. On y inclut l'accès à nos fichiers, les fichiers de police. On récupère aussi des éléments de vidéo à proximité. En fait, tout ce qui peut nous apporter de l'information supplémentaire pour prendre la bonne décision et pour conduire cette intervention. Il faut prendre en compte la famille, il faut les rassurer, pas d'une manière qui leur fasse penser que tout va bien, c'est plus compliqué que ça. Il faut qu'ils comprennent la réalité et il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils ne doivent pas perturber notre travail, ils doivent nous faire confiance. Donc ce travail-là, je le fais, les membres du poste de commandement le font aussi. Il faut les rassurer, il faut voir aussi de quelle manière ils peuvent nous apporter des éléments complémentaires, notamment sur l'organisation des lieux, sur des petits détails qui vont nous permettre d'être plus à l'aise si on doit intervenir.
Tentative de contact, Nemo. Alors, on a été chercher un café, des cigarettes. On va vous amener ça, hein. On crée, je pense, un rapport de confiance parce qu'on va lui apporter des cafés. Il voit qu'il n'y a pas un dispositif qui est prêt à lui sauter dessus. Putain, pour déverrouiller. La fille se présente. Il est au contact de la fille. Tout se déroule comme on a dit que ça allait se dérouler. Et la relation se noue. On lui a livré, pour lui et les otages, des pizzas, des cigarettes, des cafés, tout ça au fur et à mesure. Toute la procédure s'est déroulée sans incident. Donc on sent bien que les conversations sont un peu plus longues, qu'il nous appelle maintenant, alors qu'avant c'était nous qui passions les coups de fil. Donc on sent qu'il y a une amélioration, une progression pour nous. Il était bon ce café? Merci pour le café, monsieur Pascal. Ouais. Je respecte jusqu'à maintenant. Mais ça non, ne fait pas le cœur de voir cette fille qui est comme ça. Ça ne fait pas le cœur de voir sa mère. Est-ce qu'elle est bien, là? Elle est bien ou elle sent... Bien sûr qu'elle est bien, elle dort. Elle dort. Elle est bien. Vous inquiétez pas, monsieur, pour elle. Vous inquiétez pas. Ouais, je m'inquiète pour elle. Vous savez ce qu'il faut faire pour arrêter ça, hein? Vous savez? On va nouer un contact avec le preneur d'otages. On va avoir un gros travail de négociation avec lui, de discussion, afin de l'amener à faire un premier geste qui nous montre sa bonne foi et qui l'amène à libérer une des otages. Il faut faire preuve un petit peu de patience, d'endurance, de résistance, de rusticité un petit peu, parce qu'il fait très froid. On n'a pas d'accès aux toilettes particulièrement. Le ravitaillement met un peu de temps à arriver. D'ailleurs, on est ravitaillé gentiment par une dame qui nous amène via son commerce qui se trouvait dans le périmètre d'un plateau de thé à la menthe, qui nous fait un peu tenir vu le froid qu'il faisait. Et après, c'est un jeu d'organisation au sein du groupe et de roulement pour pouvoir avoir toujours des gens réactifs et des gens qui se reposent. Le temps est vraiment notre allié. On est entraîné pour pouvoir durer, ce qui n'est pas le cas des gens au quotidien, je dirais, dans la vie classique, et notamment d'un preneur d'otages tel que cette personne. Donc pour nous, le temps est un allié, on a tout le temps qu'il faut, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de menace, on peut durer, ce qui va nous permettre, encore une fois, d'essayer de trouver cette sortie de crise positive et sans ouverture du feu. Je ne dois faire du mal pour personne, au moins pour les autres. La mère, parce qu'elle souffre, la pauvre, elle essaie de sortir. Attends, alors, par devant? Bon, bah écoutez, Il souhaite elle la va porte de sortir par devant. devant. Il souhaite la porte Alors de devant. laissez-moi rester un petit peu avec moi au téléphone. Il fera sortir la maman, du coup. Allez, c'est lancé. C'est bon, c'est bon. On va récupérer. Il a l'impression de contrôler en partie la situation, puisqu'il accepte la libération d'un otage, de reprendre aussi un peu le contact parce qu'on le sent dépasser. Avoir deux otages, c'est plus compliqué qu'en avoir un. La libération d'un otage, plutôt, c'est toujours un moment un peu délicat, parce que déjà, le malfaiteur peut changer d'avis, elle peut paniquer. Nous, le boulot pour le groupe tactique qui est devant, c'est de tout de suite, au plus tôt, la protéger. La porte s'ouvre. Ah, porte ouverte, l'otage sort. Venez par là, madame, venez par là, venez avec moi, Venez, Referme la porte derrière. Referme la porte. Il n'arrive pas. Voilà. Ok, ça va, tout va bien? Ok, vous allez voir un médecin, de toute façon. Ça se passe relativement bien pour le premier otage. Et bon, la situation pour nous, elle a un peu changé, puisque maintenant, on n'a plus qu'une seule personne sous contrainte. Donc ça, c'est quelque chose la situation s'est grandement améliorée. Vous venez avec moi, madame? Ouais. S'il en a libéré une, il peut en libérer deux. Hein. Je suis très heureux, effectivement, que la stratégie qu'on a mise en place fonctionne.
Je me dis que aussi mes équipes font du très bon travail. C'est-à-dire que la négociation a bien su travailler et l'amener à cette prise de conscience. Donc je me dis voilà, tout est en place et que l'unité fonctionne très bien et qu'on est sur la bonne voie. C'est très positif pour nous parce que ça correspond à notre demande. En plus, ça fait une personne qui est saine et sauve. C'est l'évidence, mais voilà, on limite les risques pour 50% des otages. Ensuite, ça va nous permettre d'avoir des renseignements sur ce qui se passe véritablement à l'intérieur, sur la personnalité de l'auteur. Et votre fille, il a un contact qui passe bien avec votre fille ou pas? Oui, ça va. Il est possible de s'enfermer. Ça ferme, il y a une porte en haut. Mais il a le choix de fermer. Mais ça ne ferme pas complètement, il a le pas. Ça verrouille pas. D'accord. Elle nous explique surtout comment ça se passe à l'intérieur, la configuration des lieux. Et quelle heure? 22h05. Elle est inquiète encore parce qu'il y a sa fille qui est toujours détenue en otage. De notre point de vue à nous, c'est plutôt rassurant, mais bon, elle, comme mère, évidemment, elle est toujours inquiète. Tentative de contact, Nemo. Il faut que cette fille elle sorte du magasin. Oui, mais si vous lui dites de sortir, elle va sortir. Hein? La fille, elle a aucun souci, la fille. Et personnellement, il n'y a aucun souci. Pour elle, je veux le passer. Je te la passe et c'est elle qu'elle vous dise comment il est. Allô? Oui. Oui, je voulais avoir de vos nouvelles. Oui, je vais bien. Vous étiez en train de dormir, peut-être? Non. Non? Tu veux bien ou pas? Voilà. Oui. Oui, bon. Ouais, toujours est-il que bon, je lui demande de vous faire sortir depuis pas mal de temps déjà, mais voilà. Monsieur Pascal. Oui, elle est fatiguée cette petite. Hein? Oui, monsieur, Qu'est-ce que ça change qu'elle soit avec vous ou pas de toute manière? Qu'est-ce que ça change? Monsieur Pascal. La jeune fille qui est avec vous, elle a le droit d'être libre. Bien sûr. Elle a le droit d'être libre. Elle a rien demandé, elle est pour rien dans votre affaire. En fait, on a un mec qui veut pas faire de mal, mais qui veut pas changer de demande. Pour l'instant, donc à un moment, c'est soit il finit par comprendre, soit ça va durer. Mais tant qu'il met pas en danger, on n'a pas vraiment de raison de lancer l'assaut. Il y a peu d'hostilité de la part de l'auteur. Il n'y a pas de menace directe. Il n'y a pas de propos malveillants. Il la laisse se reposer. Elle nous dit qu'elle se sent bien, qu'elle est bien traitée. Donc ça nous aide à nous apaiser et à pouvoir poursuivre avec lui l'échange et à avoir confiance aussi dans le lien qu'on établit avec lui. Au niveau temps, effectivement, ça commence à être assez long. Je dirais surtout d'ailleurs pour nos collègues qui sont équipés lourds et qui sont dans la rue. Nous, on est quand même habitués aux longues surveillances qui des fois ne donnent rien. Et là, je dirais, on est presque dans le même état d'esprit, de savoir, on passe du temps, on est prêt à le faire, on peut durer, on peut rester une journée s'il faut, 2 journées s'il faut. Il est là, le monsieur, qui dit que c'est un très bon ami et qu'il peut avoir un levier sur lui. C'est une option, quoi. Ouais, mais ça coûte rien. À ce moment-là, on est dans une phase qui n'évolue pas. On prend déjà contact avec ce monsieur qui dit le connaître, on vérifie. Alors, il y en avait un tout à l'heure que je tournais avec, celui-là. On peut être dans un véhicule? Oui, bien sûr. Allez-y. On va tenter de téléphone, voilà, vous allez... Effectivement, il semble le connaître. Il semble avoir eu de l'influence sur lui puisqu'il l'a aidé quand cet individu est arrivé à Paris. Donc pourquoi ne pas essayer de l'utiliser pour obtenir la libération de l'otage ou la reddition de l'individu? Donc on va s'entretenir avec lui et puis on considère qu'on peut tenter cette carte de toute manière.
Khaled, là, votre ami. Il est avec moi. Hein? Il est là? Il est là. Je vais vous le passer. Allô? Oui, Khaled, ça va? Salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va. Vous avez vu, ils m'ont mis dans quelle situation je suis? Ah, mais c'est pas eux qui t'ont mis, Abdel, c'est toi qui t'es mis. Ouais, mais là, ce que t'es en train de faire, c'est la solution, là? C'est pas une solution. Bah alors pourquoi t'as fait ça? Si je suis là aujourd'hui, écoute. Tu peux, alors, t'as parlé. Alors, tu peux m'écouter, Abdel, 2 minutes? Bien sûr. Ok. Alors, regarde maintenant, t'as vu? Ça fait on se connaît, ça fait longtemps, Abdel. Bien sûr. D'accord. T'as confiance en moi? Oui, j'ai confiance, bien sûr. Ok. Donc là, par rapport à la situation d'aujourd'hui, là. Ouais. Ok. Si là, t'as envie de te soigner, t'as envie de redevenir comme t'étais avant. Oui. Si tu m'aimes vraiment et que tu me respectes comme si tu m'as toujours respecté, là. Oui, Khaled. Donc, sors, libère la petite, elle a rien fait, Meskina. Toi, t'es pas quelqu'un de méchant à la base. Non, pas du tout. D'accord. Alors, regarde, laisse la fille, elle sort. Ouais. Et moi, je viens te voir et on sort ensemble. Tu me laisses venir te voir, là, Kalenjik? Tu me laisses venir te voir? Non, j'ai envie de cigarettes, Khaled. Tu m'apportes des cigarettes. Lâche la petite. Non, la petite, Khaled, s'il te plaît. Il y a un contact, effectivement, qui se passe plutôt bien entre eux. Pour autant, c'est pas suffisant. Il n'a pas assez d'influence pour obtenir la libération de l'otage. Il y a peut-être une info là. Ils ont avec un numéro, il aurait contact avec l'otage. Ouais, négociation de Topazin, il faudrait nous envoyer quelqu'un au PC. On aurait un individu en contact avec une otage. Alors, elle dit quoi? Je suis pas en haut. Il veut pas les laisser aller en haut. Ah, il veut pas la laisser aller là-haut. Oui. Ouais, tous de Topazin, elle n'est pas en haut. Vous pouvez lui demander où est-ce qu'elle est dans... Et où il est, lui. C'est la même place que sa maman, en fait. Tout à l'heure, elle fait juste l'entrée juste derrière... Ouais, le présentoir. Voilà. Ouais, pour info de Topazin, donc Oscar avec le preneur d'otage au même endroit que tout à l'heure, donc derrière le présentoir, entrée à gauche. C'est parfaitement reçu, c'est parfaitement reçu. Il y a 2 chaises, une table, un ordi, un Apple. Et en fait, il se protège de la gondole, en fait. Il a verrouillé la porte. Vous dites si vous avez d'autres infos. Toute la nuit, on travaille sur des solutions alternatives, sur la possibilité, par exemple, en cas de distance entre l'otage et le preneur d'otage, d'entrer par un point d'entrée défini et interpeller l'individu à partir du moment où on estime que le risque est suffisamment est contrebalancé par rapport à l'intérêt de le capturer. Donc en fait, toute la nuit, on va travailler sur des solutions alternatives qui nous permettraient de l'interpeller sans faire prendre de risque à l'otage. Là, elle est partie aux toilettes. Hein? Là, Lisa, elle est partie aux toilettes. Elle peut pas s'enfermer? Ouais, à tous de PC, on a l'info que Oscar est aux toilettes. On a la réponse? Ah non, en fait, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Ça se trouve, elle capte pas là-bas, en fait. Le PC, il n'a pas de réponse. La famille n'a pas de réponse au message parce que aux toilettes, elle ne capte pas. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle puisse nous confirmer s'il va aux toilettes, qu'il commence à pisser, elle nous le dit et elle court vers la porte, de l'autre côté. Ok? Oui, on va peut-être fatigué. C'est vraiment une grosse aide pour nous. Je sais que c'est frustrant parce que ça ne marche pas toujours comme on veut. Et que là, ça va être un peu long. Voilà, ce qu'on c'est très bien. Vraiment, améliorer le possible. Voilà.
Elle est réveillée, là. Elle est réveillée. Vous pouvez lui demander si le preneur d'otage dort. Elle a juste dit oui, en fait. Vous pouvez répondre. Moi, je vous répète qu'on peut vous aider, mais faut la laisser sortir, ou vous sortez vous-même. Mais là, comme ça, votre demande, elle va pas aboutir. Hein. Dans la matinée, là, on lui fait comprendre clairement que le ministre de la Justice ne va pas se déplacer. Un ministre de la Justice ne va pas rencontrer un preneur d'otages. Donc, il doit accepter cette idée. Et je pense que ça chemine. Et parallèlement, il y a le chef du dispositif qui accueille le préfet de police, qui vient sur place. Merci encore, monsieur le président. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Alors, vous êtes? Moi, je suis la cousine. Bon, ben, C'est la petite cousine. On utilise la présence du préfet de police pour lui démontrer qu'une autorité est présente sur place. On sent tout de suite qu'il y a un changement dans son attitude, même si avec nous ça se passait bien. Là, on comprend qu'il est un peu au bout de sa démarche. Il est flatté en plus d'avoir affaire à un préfet de police. Donc on va jouer là-dessus pour obtenir sa reddition. Au bout de 15-16 heures, on réussit en fait à convaincre l'individu qu'il doit sortir et se rendre. Et c'est ce qui va se passer. Donc il va ouvrir la porte. Il est encore avec l'otage, très proche, ce qui nous inquiète un petit peu. Il y a une vraie tension et puis en plus les circonstances font que ça vient vraiment vers nous et qu'on est on est dans un angle mort par rapport à lui. Donc très vite il distingue la colonne qui se dirige vers lui et nous on profite en fait du fait qu'il soit en train de parler et qu'il soit un petit peu son attention soit prise par l'autre groupe pour intervenir et aller à son contact, quoi. Il tient l'otage contre lui et donc on est dans une configuration où l'interpellation doit être très rapide pour éviter, encore une fois, qu'il puisse se saisir d'une arme, qu'il puisse blesser la personne. Donc en fait, on va aller au contact très vite, le déstabiliser, le mettre au sol et le menotter. Les otages sont traumatisés, sont épuisés. On va faire d'ailleurs avec l'équipe négociation, je dirais, une forme de prise en charge très rapide, avoir ne serait-ce qu'un contact, leur permettre de redescendre un petit peu, mais effectivement sur le ressenti, c'est une épreuve pour elles. C'est une très belle intervention. Par sa longueur, forcément, elle restera, avec une forme de fatigue physique qu'il faut dépasser en conservant sa sérénité. Donc oui, c'est un moment particulier de ma carrière. Au revoir, monsieur Riandet. Au revoir. À bientôt. Bon repos.